Les montagnes se dressaient, silencieuses comme la mort, en ce matin glacial. Seul le sifflement du vent froid dans les branches dénudées brisait ce calme, ainsi que la respiration faible et laborieuse d'une créature autrefois magnifique. Là, sous l'ombre d'un vieux chêne noueux, gisait un berger allemand. Son pelage était emmêlé et terne, ses yeux rendus opaques par des cataractes et ses fières oreilles, désormais sourdes au monde qui l'entourait. On l'avait abandonné là pour mourir. « Par ici !» hurla Mike, la voix brisée par l'urgence. « Mon Dieu, il est encore en vie !» L'équipe de secours se fraya un chemin dans le terrain rocailleux, leurs kits médicaux ballottant dans leur dos. Le chien ne réagit pas à leur approche. Ils ne pouvaient ni les entendre, ni les voir. Lorsque Sarah, la vétérinaire en chef, tendit la main pour examiner son flanc, le berger allemand se cabra violemment, un grondement sourd sortant de sa gorge avant de se muer en un gémissement de douleur et de confusion. « Il a reçu des plombs », murmura Sarah, alors que ses doigts repéraient plusieurs petits fragments durs sous la peau. Il a été touché plusieurs fois. Le chien tremblait au moindre contact. Son corps, autrefois puissant, n'était plus qu'une coquille, abritant une souffrance indicible. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que la vie de ce chien brisé s'entrelacerait de façon incompréhensible avec celle d'une petite fille menant son propre combat désespéré, ni que ce lien improbable bouleverserait tout un village. Laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Max n'avait pas toujours été cette créature à l'agonie, attendant la mort sous ce chêne. Né en 1985 dans un centre d'entraînement canin prestigieux du Montana, il avait jadis été la fierté de l'équipe de recherche et de sauvetage des Rocheuses. Son puissant flair lui permettait de retrouver les randonneurs perdus au milieu de blizzards aveuglants, et son courage l'avait poussé à s'aventurer dans des bâtiments effondrés après le tremblement de terre du comté de Henderson en 2003, où il avait localisé 6 survivants, dont un petit garçon de 3 ans piégé pendant près de 48 heures. Pendant 15 ans, Max avait servi avec honneur jusqu'à ce que l'âge finisse par l'atteindre, le forçant à prendre sa retraite en 2010. À ce moment-là, James Wilson, vétéran du Vietnam, porteur de ses propres cicatrices, l'avait adopté. James savait ce que signifiait servir, sauver des vies, puis se demandait comment continuer à vivre après cela. Entre ces deux êtres, un lien avait surgi instantanément, de soldat à soldat, de survivant à survivant. Pendant 12 ans, ils vécurent ensemble dans la modeste cabane de James, en périphérie de Pinewood, partageant des matinées paisibles sur le perron et de longues balades dans la forêt voisine. Au fil du temps, la gueule de Max était devenue plus blanchie, sa démarche s'était ralentie, mais sa loyauté n'avait jamais faibli, jusqu'à ce que le cœur de James le lâche un matin de juin 2022. Max se retrouva alors sans personne et sans but. La docteure Sarah Thompson avait fondé le refuge animalier Hope après 15 ans passés dans des services vétérinaires d'urgence où elle avait vu trop de cas d'abandon et de maltraitance. Âgée de 48 ans, avec des mèches argentées parsemant sa chevelure autrefois auburn, elle s'était forgé une réputation, celle d'accepter des cas jugés désespérés par les autres. Plus la situation était difficile, plus ses yeux doux, derrière ses lunettes cerclées de métal, reflétaient sa détermination. Son équipe se composait de Mike Johnson, ancien infirmier de l'armée reconverti dans le sauvetage animalier, et d'Olivia Chen, la plus jeune mais peut-être la plus brillante chirurgienne vétérinaire de l'État. Tous deux partageaient l'engagement inébranlable de Sarah envers chaque animal franchissant les portes du refuge. Ils étaient loin de se douter qu'ils croiseraient bientôt la route de la famille Miller. Robert Miller, entrepreneur en construction, arborant perpétuellement un pli soucieux entre les sourcils, son épouse Lisa, institutrice de maternelle dotée d'une voix douce et d'une patience infinie, et leur fille Emily, qui n'avait que 6 ans mais déjà une âme de vieille sage. Ses yeux d'un bleu bleuet semblaient voir au-delà des apparences. Mais derrière ce regard se cachait une ombre qu'aucun enfant ne devrait affronter. Une tumeur en pleine croissance, menaçant de lui dérober son avenir jour après jour. Personne ne sut précisément quand Max fut abandonné. Les voisins racontaient que le neveu de James Wilson, un homme qu'ils avaient à peine aperçu avant les funérailles, était arrivé avec un camion de location la semaine suivant l'enterrement du vétéran. Il l'avait vu charger des meubles, des cartons et quelques objets de valeur depuis la cabane, travaillant rapidement et sans le moindre sentimentalisme. Madame Abernathy, qui vivait à un quart de mile, se souvenait lui avoir demandé « Et le chien de James ?» en le voyant arrimer un bureau dans la benne du camion.
Le neveu avait à peine daigné la regarder. « Je m'en occupe !» avait-il lâché. Le lendemain matin, la cabane était vide, le camion avait disparu, et Max restait introuvable. Certains habitants imaginèrent que le neveu avait pris ce vieux berger allemand pour l'emmener chez lui, bien qu'ils doutent qu'un appartement exigu à Boston puisse accueillir un si gros chien. D'autres supposaient qu'il l'avait déposé dans un refuge du comté voisin. Personne n'aurait cru possible qu'il l'emmène par une vieille piste de bûcheron, qu'il le conduise dans une zone reculée de la forêt et qu'il l'y abandonne, ultime trahison envers un animal qui avait sauvé tant de vies. Pendant 3 jours, Max attendit auprès d'un pin frappé par la foudre, précisément là où la voiture s'était arrêtée. Il était convaincu que son nouveau maître reviendrait le chercher. Mais la faim et la soif finirent par le pousser à bouger. Sa vue défaillante et son environnement inconnu le désorientèrent. Il erra à l'aveugle, chutant le long de talus, se griffant dans des broussailles épineuses, s'affaiblissant d'heure en heure. Quand l'orage éclata la 4e nuit, il se réfugia sous ce grand chêne, là où l'équipe de secours finirait par le trouver. « Je n'ai jamais vu ça », murmura la docteure Sarah Thompson. Elle examinait minutieusement le corps décharné de Max dans la salle de consultation du refuge Hope. Sous la lumière crue des néons, l'état du chien se révélait dans toute son horreur. Côte saillante sous un pelage terne, coussinet lacéré et sanguinolent, multiples éraflures et morsures infligées par son errance désespérée. Ces blessures ne sont pas récentes, souligna-t-elle, palpant avec délicatesse les petits nodules durs sous la peau. Ce sont des plombs de fusil de chasse et ils sont trop profondément incrustés pour être extraits sans risque. Le visage buriné de Mike Johnson s'assombrit. Des salopards ont utilisé ce chien comme cible, je parie. Sans doute des chasseurs qui détestaient qu'ils viennent flairer leur terrain à l'époque où il opérait pour les secours. Olivia Chen, qui examinait les yeux vitreux de Max, secoua la tête. Ses cataractes sont très avancées. Il est pratiquement aveugle et il ne réagit à aucun son. Elle claqua des doigts près de chaque oreille du chien. Aucune réaction. Sa surdité est peut-être liée à l'âge ou à un traumatisme. Difficile à dire sans examen plus poussé. Les radiographies apportèrent d'autres mauvaises nouvelles. La hanche gauche est déboîtée, remarqua Sarah en désignant l'écran, et regarde ses lésions sur les organes internes. Je crains une infection généralisée. Des analyses sanguines confirmèrent ses soupçons. Max souffrait d'une leishmaniose avancée et d'une rickettsiose, 2 maladies transmises par les tiques qui ravageaient son organisme de l'intérieur. « Avec tout le respect que je vous dois, Sarah », fit Olivia d'une voix posée, tandis qu'elles étudiaient les résultats dans le bureau exigu de la vétérinaire tard ce soir-là. On est peut-être face à un cas où le plus humain serait de l'euthanasier. Il souffre déjà énormément, il est très âgé, et le coût d'un traitement complet serait astronomique, sans garantie de succès. Adossé à l'encadrement de la porte, les bras croisés, Mike hocha la tête à contre-cœur. Ça me fait mal de le dire, mais Chen a raison. Avec les moyens qu'on dépenserait pour ce seul chien, on pourrait sans doute sauver 20 autres animaux. Sarah ôta ses lunettes et se massa l'arête du nez. La partie pragmatique de son esprit savait qu'ils avaient raison. Le refuge fonctionnait grâce aux dons et aux économies personnelles de Sarah. Chaque dollar était compté. Et pourtant, quelque chose dans la dignité silencieuse de ce vieux berger allemand l'avait profondément touchée. « Il mérite une chance ?» dit-elle finalement. « Il a passé sa vie à sauver des gens. On peut au moins essayer de le sauver, nous aussi. » Le débat éthique se poursuivit les jours suivants. Le conseil d'administration se montra réticent à l'idée d'allouer autant de ressources à un chien âgé et atteint de multiples pathologies sévères. 2 autres vétérinaires, appelés en renfort, recommandèrent l'euthanasie. Même les bénévoles les plus investis de Sarah lui suggérèrent, avec la plus grande douceur, que c'était peut-être un combat impossible et inopportun. « Laissez-moi 2 semaines », insista Sarah lors d'une réunion sous tension. « Si, au terme de ces 2 semaines, il n'y a aucune amélioration, je prendrai la décision qu'il faudra. » Le conseil finit par céder, mais à certaines conditions, les dépenses supplémentaires sortiraient de la poche personnelle de Sarah, pas du budget du refuge. Et si Max montrait davantage de souffrance, on lui retirerait le droit de décision. Sarah accepta, même si la pression financière allait être lourde. Elle avait déjà reporté la réparation de la transmission de sa voiture et ignorait des soins dentaires dont elle avait urgemment besoin. Ce soir-là, une fois le refuge fermé, elle s'assit près du chenil de Max et le caressa délicatement. Il ne pouvait la voir ni l'entendre, mais quelque chose dans ce contact sembla l'atteindre. L'espace d'un bref instant, sa queue battit faiblement sur la couverture.
Juste 2 semaines, vieux soldat, murmura-t-elle. Montre-leur de quel bois tu te chauffes. Sarah était loin de se douter que, dès le lendemain, une visiteuse inattendue allait franchir la porte du refuge Hope, une fillette vêtue d'un imperméable jaune vif, dont la présence allait tout remettre en cause, du moins tout ce qu'il croyait savoir au sujet des miracles, de l'espoir et de ces liens mystérieux qui naissent parfois entre des âmes meurtries. Le jour où Emily Miller rencontra Max pour la première fois commença comme n'importe quel jeudi à l'hôpital général de Pinewood avec une énième IRM. Âgée de 6 ans, Emily avait déjà subi plus d'examens et de procédures médicales que la plupart des adultes n'en connaîtraient jamais. Elle était habituée à cette routine. Le bourdonnement mécanique de la machine, l'instruction de rester parfaitement immobile, la voix douce du technicien dans le haut-parleur lui demandant comment elle se sentait. Puis, c'était toujours le même scénario. Ses parents partaient discuter à voix basse avec le docteur Reynolds dans le couloir. Ils revenaient avec des sourires forcés. Et les yeux de sa mère semblaient chaque fois un peu plus rougis. « On peut aller quelque part de spécial aujourd'hui ?» demanda Emily tandis que Lisa l'aidait à enfiler son manteau jaune. D'ordinaire, après ses rendez-vous du jeudi, il y avait une petite récompense, comme un cornet de glace ou un nouveau livre. Lisa jeta un regard à Robert, qui était près de la fenêtre, téléphone à l'oreille pour reprogrammer un énième rendez-vous de chantier. « En fait, chérie, » répondit Lisa, « je dois passer dans un refuge pour animaux, pour déposer des dons. Est-ce que ça peut compter comme un endroit spécial ?» Le visage d'Emily s'illumina. « Avec de vrais chiens et de vrais chats ?» Juste quelques minutes, intervint Robert en glissant son téléphone dans sa poche. Le pli entre ses sourcils, qui semblait être devenu permanent depuis le diagnostic d'Emily, s'accentua encore. « Maman doit déposer les couvertures, puis on doit rentrer pour que tu te reposes. » Le refuge Hope ne se trouvait pas sur leur chemin habituel. Installée dans une ancienne ferme reconvertie, la bâtisse était peinte en blanc et les murs auraient bien eu besoin d'un coup de pinceau. Le chemin de gravier, creusé d'ornières par les pluies de printemps, menait à un panneau artisanal annonçant « Chaque vie mérite l'espoir ». « Attendez-moi dans la voiture avec Emily », dit Lisa en sortant du coffre un carton de couverture. « Je n'en ai que pour 1 minute ». Mais Emily avait déjà détaché sa ceinture et ouvert la portière avant que Robert n'ait pu l'arrêter. « Je veux voir les animaux », insista-t-elle avec cette détermination si caractéristique depuis qu'on lui avait diagnostiqué sa tumeur, comme si elle savait instinctivement que le temps lui était compté. Robert soupira, conscient qu'il était vain de discuter. « 15 minutes » céda-t-il, « pas plus ». À l'intérieur, on sentait un mélange de désinfectants, de nourriture pour chiens et cette odeur de vieux bâtiments humides qui essayaient de se maintenir propres. Mike Johnson les accueillit à la réception, affichant un sourire plus chaleureux lorsqu'il vit Emily et son manteau jaune. « Bonjour mademoiselle », dit-il en se mettant à sa hauteur. « Tu viens rendre visite à nos pensionnaires, c'est ça ?» Emily hocha la tête avec gravité. « Vous avez des chiens? Des grands ?» Mike rit. « Bien sûr, on a toutes les tailles. » « Mon papa dit que je n'ai que 15 minutes, informa Emily, avec le sérieux d'une adulte négociant un contrat important. « Alors, on va rendre ces 15 minutes inoubliables, répondit Mike, un clin d'œil complice en lui tendant la main. « Laisse-moi te faire visiter en VIP. » Ils traversèrent la zone principale des chenils. Emily saluait chaque chien avec le même enthousiasme, du minuscule chihuahua au grand danois imposant. Elle demandait leurs noms, leurs âges, et s'ils préféraient jouer à la balle ou tirer sur une corde. Mais tout à coup, elle s'arrêta net devant une porte close où était inscrit « Personnel uniquement ». « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-elle en la montrant du doigt. Mike hésita. « C'est l'infirmerie, l'endroit où on garde les animaux malades qui nécessitent des soins particuliers. »« Comme un hôpital ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Moi aussi, je vais souvent à l'hôpital. » Il y eut quelque chose dans la façon candide de le dire qui poussa Mike à l'observer plus attentivement. Pour la première fois, il remarqua la pâleur de son teint, le léger clairsemé dans ses cheveux blonds, sans doute conséquence d'un traitement lourd. Lisa intercepta son regard et hocha imperceptiblement la tête, confirmant l'état de santé de sa fille. « Écoute, » dit Mike après un bref silence, « il y a bien un patient spécial là-dedans qui pourrait apprécier une petite visite, même s'il ne peut ni te voir ni t'entendre. » Robert voulut protester, mais Lisa posa une main légère sur son bras. « C'est bon, » murmura-t-elle, « laisse-la. » La salle d'isolement était peu éclairée, silencieuse. Quelques box étaient alignées contre un mur, la plupart vides, hormis le plus grand, dans le coin. Sur un épais tapis de couverture, Max était allongé, le museau grisonnant posé sur ses pattes,
encore marqué par les blessures subies dans la nature. La docteure Sarah Thompson se trouvait près de la cage, en train de changer la perfusion d'antibiotiques qui maintenait en vie ce vieux berger allemand. « On a une visite pour toi », annonça Mike en entrant. Surprise, Sarah se retourna. Son instinct professionnel la poussait d'abord à protéger l'animal, à se demander si la présence d'une enfant était judicieuse auprès d'un chien si mal en point. Mais avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, Emily s'était déjà avancée, son manteau jaune éclairant la pièce plongée dans la pénombre. « Pourquoi il ne peut ni voir ni entendre ?» questionna la fillette, fixant Max avec curiosité. Sarah modéra sa voix. « C'est un chien très âgé, ma chérie. Parfois, quand ils vieillissent, leurs yeux et leurs oreilles ne fonctionnent plus très bien. Comme les appareils auditifs de Papy Thompson, demanda Emily en lorgnant vers son père. « Un peu ça, oui, » approuva Sarah avec un petit sourire. « Mais du coup, si tu le touches sans prévenir, il risque d'avoir peur. » Emily hocha la tête. « Moi aussi j'ai peur quand je suis dans l'IRM parce que je ne vois pas ce qui se passe. » Un bref silence tomba. Sarah jeta un regard interrogateur aux parents. « Tumeur au cerveau, » expliqua Lisa à voix basse. « On est entre 2 traitements pour l'instant ?» Le visage de Sarah se radoucit. « Je suis désolé ?» Pendant que les adultes échangeaient, Emily s'était approchée de la cage de Max, l'observant avec cette curiosité intense que les enfants réservent à ce qui les fascine. « Je peux lui dire bonjour ?» demanda-t-elle. « Il ne t'entend pas, ma puce » lui rappela gentiment Robert. « Je sais » répondit Emily, avec la patience de quelqu'un qui explique une évidence. « Mais c'est quand même plus poli de dire bonjour. » Sarah hésita un instant, puis acquiesça. « Si tu veux le toucher, je peux te montrer comment t'y prendre pour ne pas le surprendre. » Avec une grande précaution, elle lui apprit à laisser Max prendre son odeur en approchant la main doucement près de la grille. Malgré sa cécité et sa surdité, son flair restait étonnamment performant. Sans doute l'un des rares vestiges de ses années de secours. Emily observa attentivement, puis imita les gestes de la vétérinaire tenant sa main à hauteur du museau de Max pour qu'il la sente. Ce qui se produisit alors défia toute explication rationnelle. Robert parlerait plus tard de simples coïncidences, Lisa trouverait ça merveilleux et Mike se contenterait de hausser les épaules, l'air incrédule. Quant à Sarah, qui avait 30 ans d'expérience avec les animaux, elle ne saurait quoi en penser. Max, qui jusque-là demeurait apathique à toute présence humaine, redressa lentement la tête. Ses narines frémirent, captant l'odeur d'Emily. Puis avec un effort qui traduisait une énorme détermination, le vieux berger allemand se mit sur ses pattes vacillantes et avança vers la petite main tendue. « Il m'aime bien » chuchota Emily, la voix émue. « On dirait bien oui » répondit Sarah, non moins stupéfaite, tandis que Max pressait son museau grisonnant contre la grille à hauteur de la fillette. Emily partit alors d'un rire cristallin, un rire que tous les adultes n'avaient plus entendu depuis bien trop longtemps. « Je peux revenir demain ?» demanda-t-elle, le regard toujours rivé sur Max. Robert s'apprêtait à expliquer que ce serait compliqué. La distance, l'état de fatigue d'Emily, le prochain rendez-vous médical. Mais Lisa l'interrompit, percevant l'importance de cet instant. « On devrait pouvoir s'arranger », dit-elle, se tournant vers Sarah. « Si ça vous va, bien sûr ?» Sarah, encore sous le choc de la réaction de Max, hocha la tête. « Oui, bien sûr ». Tandis qu'il s'apprêtait à partir, Emily colla son visage près de la grille. « Demain matin, je dois aller à mon hôpital », expliqua-t-elle à Max, tout en sachant qu'il ne l'entendrait pas. « Mais je reviendrai te voir après. Promis. » Sur le trajet du retour, Emily, d'habitude si réservée, ne cessa de parler de Max. Elle planifiait déjà leur prochain rendez-vous avec une excitation que Lisa et Robert n'avaient plus vue chez leur fille depuis bien longtemps. Robert, lui, demeura silencieux, crispé sur le volant. « C'est une mauvaise idée », lâcha-t-il enfin à l'intention de Lisa, quand Emily, exténuée, s'endormit. Elle s'attache à un chien mourant alors qu'elle-même est malade. Qu'est-ce que ça lui apporte? Lisa jeta un coup d'œil vers la banquette arrière où Emily dormait, son visage enfin détendu. « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais tu as vu son sourire? Tu as vu son regard? Ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu ça. » Robert n'eut rien à répondre. Le lendemain, fidèle à sa promesse, Emily exigea de rendre visite à Max après son rendez-vous matinal à l'hôpital. Ce ne serait que la première d'une longue série de visites, une routine qui, sans le savoir, allait bouleverser la vie du chien et de la fillette, et pas seulement la leur. Chaque après-midi, à 15 heures précises, on entendait le crissement caractéristique d'une berline grise qui se garait sur le gravier du refuge. À peine la voiture était-elle stoppée que la portière arrière s'ouvrait à la volée, libérant un petit tourbillon jaune. Emily, toujours vêtue de son imperméable quelle que soit la météo,
Elle était convaincue que cela aidait Max à la reconnaître, grâce à son odeur bien spécifique. « J'ai apporté un nouveau livre », annonçait-elle à quiconque se trouvait à l'accueil, fonçant vers la salle d'isolement d'un pas décidé, comme investi d'une mission capitale. Au bout d'une semaine, plus personne ne l'escortait. Le personnel la regardait passer avec affection, son grand sac à dos rebondissant derrière elle. À l'intérieur de ce sac, on trouvait son trésor, des albums illustrés, un petit lecteur MP3 jouant des morceaux de musique classique, car Émilie avait lu quelque part que Mozart aidait à la guérison, ainsi qu'une flopée de dessins de Max qu'elle réalisait elle-même, le représentant en héros. La zone d'isolement avait été aménagée spécialement pour accueillir Émilie chaque jour. Un pouf à sa taille avait été posé à côté du box de Max. Une petite table basse lui permettait d'étaler ses livres et ses crayons. Sarah avait même accroché les dessins d'Émilie au mur, si bien que la salle ressemblait autant à une salle de classe maternelle qu'à un service vétérinaire. « Max », disait Émilie en s'installant, ouvrant le livre choisi sur ses genoux. « Aujourd'hui, on lit « Le lapin en velours ». Ça raconte comment un jouet devient réel parce que quelqu'un l'aime très fort. Bien sûr, Max ne pouvait entendre le moindre mot. Les premiers jours, il restait prostré dans son coin, ne relevant la tête que pour humer l'odeur familière de la fillette. Mais Émilie lisait inlassablement, glissant son doigt sous les phrases, montrant même parfois les images à travers la grille, comme s'il était capable de les voir. « Je sais que tu ne m'entends pas », expliqua-t-elle un après-midi à Sarah, qui changeait les pansements de Max, mais peut-être qu'il peut ressentir l'histoire. « Ressentir l'histoire » répéta Sarah, intriguée. Émilie hocha la tête avec conviction. Les mots font des vibrations dans l'air. Il peut peut-être les percevoir d'une autre façon. Et quand j'arrive à un passage joyeux dans le livre, mon cœur bat plus vite. Ça, il peut sûrement le sentir. Les chiens savent ces choses-là, même quand ils sont sourds. Sarah n'eut pas le courage d'objecter à quel point c'était improbable. Elle se contenta de sourire. « C'est une idée très jolie, Émilie. » Puis, au 6e jour, un événement étonnant se produisit. Émilie lisait un passage particulièrement animé de Max et les Maxi-Monstres, haussant la voix pour coller à l'ambiance délirante du récit. Soudain, Max se redressa, malgré la douleur visible dans ses articulations, et s'approcha de la grille pour se coucher tout près d'Émilie. Mike Johnson, qui passait devant la porte, en resta sans voix. « Nom de... » lâcha-t-il, avant de se raviser. « Pardon, Émilie, mais la fillette ne releva même pas, trop absorbée. » Max aime bien les monstres, constata-t-elle avec sérieux tout en poursuivant sa lecture. Ils ne sont pas méchants, ils sont juste incompris. Dès cet instant, Max attendit chaque jour devant la grille, en alerte quelques minutes avant l'arrivée d'Émilie. Bien qu'il ne pût ni la voir ni l'entendre, il semblait deviner exactement le moment où elle franchissait la porte du refuge. « C'est juste la routine », avança Olivia Chen pendant une réunion du personnel. Les animaux trouvent du réconfort dans les habitudes. Il a associé l'horaire de 15 heures à l'arrivée de quelque chose de doux et rassurant. « C'est plus que ça », répliqua Sarah. Ses analyses sanguines montrent une amélioration. Les plaies cicatrisent de plus vite que prévu. Corrélation n'est pas causalité, tempéra Olivia avec douceur. Nous avons intensifié son traitement antibiotique à peu près au même moment où Émilie a commencé à venir. Donc, il est scientifiquement peu rigoureux de conclure que c'est grâce à elle. Néanmoins, même Olivia ne put expliquer ce qui suivit. Émilie, voyant Max devenir plus réactif, demanda l'autorisation de le toucher. Sarah accepta, à condition qu'elle reste très prudente. Elle montra à Émilie comment poser sa main contre la grille pour que Max puisse la sentir avant tout contact direct. La première caresse de la petite main chaude sur le museau blanchi du vieux chien provoqua un soupir profond chez Max, comme s'il se sentait enfin apaisé. Dans les jours qui suivirent, Émilie mit au point un système de communication qui défiait toute logique vétérinaire. Elle tapotait le sol en rythme pour s'adresser à Max. Un tapotement pour « bonjour », 2 pour « est-ce que tu vas mieux aujourd'hui », 3 rapides pour « je vais te caresser ». Incroyablement, Max réagissait à ces vibrations en tournant la tête ou en déplaçant son corps, comme s'il comprenait. « Il sent que je lui parle à travers le sol », expliqua Émilie à Sarah lorsque celle-ci l'interrogea. Comme quand on entend le bassiste d'un groupe, même si on n'entend pas bien la musique. Sarah resta sans voix. En 15 ans de pratique vétérinaire, elle n'avait jamais rien vu de tel. « Elle lui donne une raison de vivre », commenta Mike, un soir, alors qu'ils observaient Émilie lire à Max depuis la petite fenêtre. « Regarde sa posture. Compare avec la loque qu'on a récupérée il y a quelques jours. C'est le jour et la nuit. » Les relevés médicaux le confirmaient. Max avait repris près de 5 kilos,
Ses plaies s'étaient améliorées et ses analyses sanguines montraient une baisse de l'inflammation. Les maladies transmises par les tiques semblaient mieux réagir au traitement que quiconque ne l'aurait espéré. Même le docteur Reeves, spécialiste en gériatrie vétérinaire, d'ordinaire très sceptique, dut admettre son incompréhension. « J'ai vu les résultats, Sarah, et je n'arrive pas à y croire. D'après sa combinaison de pathologies, ce chien n'aurait jamais dû récupérer à ce point. C'est médicalement invraisemblable. » Sarah l'emmena devant la vitre derrière laquelle Émilie lisait, glissant parfois sa main à travers la grille pour gratouiller l'oreille de Max. « Peut-être qu'il existe des facteurs de guérison qui nous échappent, Richard. » Tandis que l'incroyable rétablissement de Max se poursuivait au refuge Hope, un climat de tension grandissait chez les Miller. Robert, qui soutenait initialement les visites quotidiennes d'Émilie, se mit à s'inquiéter de l'attachement grandissant de sa fille pour ce chien. « Elle donne maintenant le nom de Max à toutes ses peluches, dit-il à Lisa un soir, après qu'Émilie se fut couchée. Elle le dessine partout dans notre maison, elle l'imagine déjà vivre avec nous. À ce rythme, elle va au-devant d'un chagrin immense. » Lisa, en train de plier le linge, laissa transparaître sa fatigue. Le matin même, ils avaient reçu des factures médicales vertigineuses, malgré l'assurance. L'entreprise de construction de Robert accusait des retards sur plusieurs chantiers, et Lisa avait dû prendre un congé pour s'occuper de leur fille. Leur situation financière était de plus en plus délicate, tout comme l'angoisse non formulée quant à l'issue de la tumeur d'Émilie. « Je sais, reconnut Lisa, mais tu as remarqué ? Elle ne parle presque plus de ses maux de tête. Elle a mangé un vrai repas ce soir, ce qui n'était pas arrivé depuis des semaines. C'est juste une distraction, objecta Robert. Elle met toutes ses espérances dans un chien moribond, alors qu'elle devrait se concentrer sur son propre combat. Peut-être que c'est justement ce dont elle a besoin, répliqua Lisa. De penser à autre chose qu'aux IRM, aux médicaments et aux médecins, de se sentir utile au lieu de se sentir patient. Robert se tut un instant. Et quand le chien mourra ? Sa voix se brisa. Comment on gérera ça si elle est déjà en plein ? Il n'arriva pas à finir sa phrase. L'idée que leur petite fille, si vive et si douce, puisse ne pas survivre à sa propre maladie, lui était insoutenable. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent Émilie dans l'embrasure de la porte, serrant contre elle sa peluche préférée, un petit berger allemand baptisé Max, et écoutant silencieusement leurs craintes. Le lendemain, Émilie arriva au refuge d'un air plus grave. Au lieu de sortir un livre aussitôt, elle s'assit près du box de Max, l'air pensif. « Tout va bien, ma puce ?» demanda Sarah, notant son silence inhabituel. Émilie hocha la tête. « Mon papa croit que Max va mourir, » dit-elle, très sérieuse. Sarah s'agenouilla près d'elle, cherchant ses mots. « Ton papa s'inquiète parce que Max est très vieux et malade, comme les médecins s'inquiètent parfois pour toi. »« Mais Max va mieux, » répliqua Émilie d'un ton ferme. « Ça se voit dans ses yeux, même s'il ne voit pas. Il a l'air plus heureux. » Sarah ne put nier. Le chien manifestait en effet une vitalité nouvelle. « Oui, tu as raison, il a l'air de reprendre goût à la vie. Alors je dois continuer de venir, » conclut Émilie, « parce que je l'aide à aller mieux, et lui aussi m'aide. » Sarah eut un sourire attendri. « Comment il t'aide, Émilie ?» La fillette resta silencieuse un instant, caressant doucement la patte de Max à travers la grille. « Quand je suis avec lui, je n'ai plus l'impression d'être malade, » finit-elle par dire. « Et je crois que, quand il est avec moi, il se sent moins malade aussi. » Ce soir-là, Sarah prit une décision surprenante. Elle convoqua le conseil d'administration, leur soumit l'idée d'installer Max dans une pièce spécialement aménagée où Émilie pourrait le voir sans la barrière de la grille. Bien sûr, cela comportait des risques d'infection et il fallait être très prudent avec un si gros chien, aussi gentil soit-il, face à une enfant en pleine chimio. Mais elle pensait que les bénéfices potentiels l'emportaient. « Robert n'acceptera jamais, » soupira Lisa. « Il a trop peur que sa fille s'attache encore plus. Venez voir vous-même, » proposa Sarah. « Observez comment ils interagissent, et on en reparle. » Le lendemain, Robert et Lisa se retrouvèrent derrière la vitre d'observation, tandis qu'Émilie entrait dans la nouvelle chambre de lecture aménagée pour Max. Ils virent chaque détail, la fillette tapotant le sol pour signaler sa présence, son petit fredonnement discret en disposant ses livres, la façon dont elle s'adressait à lui comme à un soldat, Sergent Max, en référence à son passé dans les équipes de secours. Max, de son côté, se mit à bouger la tête dès qu'il perçut les vibrations au sol. « Le docteur Thompson dit qu'il a pris près de 7 kilos depuis qu'Émilie vient, » souffla Lisa. « Ils ont même dû baisser ses antidouleurs car il montre moins de signes de souffrance. » Robert, le regard fixé sur la scène, vit Émilie ouvrir un livre et commencer à raconter l'histoire d'un caneton égaré cherchant sa famille.
Max, malgré ses limitations sensorielles, semblait captif, la tête posée près d'elle comme s'il écoutait vraiment. « Ce n'est plus seulement l'histoire d'un chien, hein ?» finit par murmurer Robert. Lisa secoua la tête, les larmes aux yeux. Ce soir-là, après avoir couché Émilie, Robert appela Sarah. « On est d'accord pour que vous ameniez Max dans cette chambre spéciale, » fit-il, la voix lourde. « Mais soyez franche, est-ce qu'il va briser le cœur de ma fille ? Parce que c'est la seule chose que je ne peux pas supporter. » Sarah choisit ses mots avec soin. « Monsieur Miller, je ne peux pas garantir ce qui adviendra de Max. Mais depuis qu'Émilie fait partie de sa vie, il déjoue tous nos pronostics. Et sincèrement, je vois la même chose chez elle. » Un long silence s'ensuivit. « Ma femme me dit qu'Émilie a mangé tout son dîner 3 fois cette semaine. » Reprit Robert d'une voix émue. « Hier soir, elle nous a même proposé un jeu de société, alors que ça ne lui était pas arrivé depuis des mois. Son médecin dit que ses derniers examens sanguins montrent un léger mieux. C'est fou d'y voir un lien, non ? Vous savez, répondit Sarah. En médecine vétérinaire, on nous enseigne à être scientifique, à nous fier aux faits et aux protocoles éprouvés. Mais après 20 ans de pratique, j'ai été témoin de choses qui me dépassent. Des liens entre un animal et un humain qui échappent à notre logique. » Elle prit une grande inspiration. « Je ne dirais pas qu'Émilie guérit Max médicalement, ni même que Max a un effet direct sur son cancer. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit quand ils sont ensemble. Ainsi, ils acceptèrent de tenter l'expérience. Personne n'aurait pu prévoir ce qu'elle déclencherait, une suite d'événements qui remettraient en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la guérison, l'espoir et les liens improbables qui unissent nos parfois les êtres. 2 semaines après l'installation de Max dans la pièce spéciale que le personnel avait baptisée « Le coin lecture d'Émilie », la Dr Thompson convoqua en urgence son équipe vétérinaire. Les radiographies étalées sur la table de conférence révélaient une situation inattendue. En dépit de l'amélioration générale de Max, son poids redevenait presque normal, son pelage commençait à retrouver un léger éclat, ses analyses s'amélioraient, les plombs logés dans son corps avaient commencé à se déplacer. L'un d'eux en particulier se rapprochait dangereusement de sa colonne vertébrale. Le fait qu'il bouge davantage et qu'il ait repris du poids crée de nouvelles zones de pression, expliqua Olivia en montrant une ombre inquiétante sur l'une des images. Regardez, celui-ci est à peine à 2 mm de la moelle épinière. S'il bouge encore un peu, on risque une paralysie. Et celui-là, ajouta Sarah en pointant un autre fragment métallique, est très proche de la paroi de son cœur. Une perforation serait critique. Mike Johnson, posté près de la fenêtre, se retourna vers l'équipe. « Quelles options nous reste-t-il » demanda-t-il. « La chirurgie », déclara Olivia d'un ton calme. « Une opération complexe et à haut risque, pour extraire les plombs les plus dangereux. » Un lourd silence s'installa. Tous comprenaient ce que cela impliquait. Opérer un chien de l'âge et de la condition de Max, aveugle, sourd, atteint de diverses infections et affaibli malgré ses progrès, relevait d'une gageure colossale. L'intervention serait longue, nécessiterait les compétences d'un spécialiste. La convalescence serait rude. Il a des problèmes de coagulation, rappela le docteur Reeves, leur consultant gériatrique. La leishmaniose affecte ses plaquettes. Il pourrait se vider de son sang sur la table. Et l'anesthésie comporte des risques considérables, ajouta la docteur Martin qui s'occupait d'ordinaire de la partie anesthésique. Son âge avancé et sa fonction cardiaque fragile me font estimer ses chances de survie à 50%, au mieux. Sarah, le regard fixé sur les clichés, avait conscience de l'énormité du choix à faire. Comment expliquer ces faits cliniques à une fillette de 6 ans qui avait investi tout son cœur dans la guérison de ce chien? Comment lui annoncer que son courage avait contribué, paradoxalement, à mettre Max en danger? « Si on ne l'opère pas ?» demanda-t-elle tout en sachant déjà la réponse. « Alors ce sera inévitable, » répondit Olivia. « Ces fragments finiront par provoquer des dommages irréversibles. C'est une question de jours ou de semaines, pas plus. » La décision finale revint à Sarah, considérée comme la tutrice médicale de Max. Après des heures de concertation avec plusieurs experts et l'examen attentif de toutes les possibilités, elle se résolut à tenter l'opération. Elle fit venir la docteure Eleanor Winters, une chirurgienne vétérinaire de renom, spécialisée dans les patients âgés et délicats, exerçant dans une clinique de pointe à Denver. Expliquer la situation aux Miller fut encore plus difficile. Le lendemain, alors qu'Émilie arrivait pour sa visite quotidienne, Sarah les intercepta dans le hall d'accueil, affichant un air grave qui ne laissait aucun doute sur la gravité du moment. « Peut-être qu'Émilie pourrait aller voir Daisy aujourd'hui », suggéra Sarah,
faisant référence à une gentille Golden Retriever en rééducation après l'amputation d'une patte. « J'ai besoin de vous parler tous les deux. » Lisa vit aussitôt que la situation était critique. « C'est à propos de Max ?» demanda-t-elle, la main sur l'épaule d'Emily. « Oui », confirma Sarah d'un signe de tête. « Mike va montrer Daisy à Emily, et je vous explique. » Avec réticence, Emily accepta de suivre Mike. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Sarah résuma les faits à Robert et Lisa. Les nouveaux clichés, la quasi-certitude qu'on ne pouvait pas laisser les plombs migrer davantage, les risques énormes liés à l'anesthésie et à la chirurgie elle-même. Donc, quoi qu'il arrive, conclut Robert, le visage blême, il y a de fortes chances qu'on le perde. Aucune garantie, admit Sarah. Mais sans l'opération, c'est la catastrophe assurée. Tandis qu'avec, il reste une possibilité de survie. Lisa essuya ses larmes. Comment va-t-on l'expliquer à Emily ? Elle est convaincue que Max va mieux, elle parle même de lui faire visiter l'école ou je ne sais quoi. Sarah hocha la tête, consciente du bouleversement que cela représenterait pour la petite. Je pense qu'on doit être honnêtes avec elle, mais avec des mots adaptés. Emily a fait preuve d'une grande maturité jusque-là, elle mérite la vérité. La discussion avec la fillette se déroula dans le bureau de Sarah, un endroit plus chaleureux, garni de photos d'animaux adoptés. Emily était assise sur le vieux canapé en cuir, entre ses parents, serrant contre elle sa peluche favorite, un petit berger allemand qu'elle avait appelé Max en hommage à son protégé. Sarah s'efforça d'expliquer avec des termes simples pourquoi Max avait besoin de cette opération et pourquoi c'était risqué. Alors, les petits morceaux de métal dans son corps se déplacent vers des endroits dangereux ? Demanda Emily d'un ton si sérieux qu'on oubliait parfois qu'elle n'avait que 6 ans. C'est exactement ça, confirma Sarah doucement. Il pourrait le blesser très gravement s'il bouge encore. Mais l'opération pourrait aussi lui faire du mal, non ? Enchaîna Emily. Elle connaissait déjà ce principe, ayant subi elle-même des procédures médicales complexes. Oui, c'est une opération longue et délicate, et Max est un vieux chien. Il y a une chance qu'il ne se réveille pas. Un long silence suivit. Emily caressa les oreilles en peluche de son mini-Max. « Est-ce que Max sait qu'il va se faire opérer ?» finit-elle par demander. La question déstabilisa Sarah. Disons qu'il ressent qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Il ne peut pas comprendre la médecine, mais il perçoit notre inquiétude. Alors il doit avoir peur, murmura Emily. Parce qu'il ne voit ni n'entend rien, il ne saura pas où je suis, et il va penser que je l'ai abandonné comme ses anciens maîtres. Lisa enlaça sa fille. On fera tout pour qu'il ne se sente pas seul, ma chérie, je te le promets. Emily fronça les sourcils. Et si je faisais un message pour lui ? Mais il ne peut pas l'entendre, alors à quoi bon ? Sarah eut une idée. Même s'il ne l'entend pas, je pourrais diffuser ta voix pendant son réveil, ou on peut y associer ton odeur pour qu'il sache que tu l'attends. Les yeux d'Emily s'illuminèrent. Mon manteau jaune, il a mon odeur, et ma couverture aussi. Celle avec laquelle je dors, il la reconnaîtra. Et peut-être, elle serra sa peluche, hésitant un instant, peut-être que je peux lui prêter Max, mon doudou, pour qu'il ne soit pas tout seul. Le jour de l'opération arriva, chargé d'une tension palpable. La docteure Winters était arrivée la veille au soir, après avoir étudié le dossier de Max jusque tard dans la nuit. La salle chirurgicale avait été équipée de matériel prêté par l'hôpital général de Pinewood, fait rare témoignant de la collaboration entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine, rendue possible grâce au docteur Reynolds, l'oncologue d'Emily qui s'était vivement intéressé au cas de Max. Emily se présenta de bonne heure au refuge, un petit sac bleu à la main. À l'intérieur, son imperméable jaune, sa couverture fétiche et son doudou petit Max. Avec un grand sérieux, elle remit ses objets à la docteure Winters. « C'est pour que Max ne se sente pas perdu, expliqua-t-elle. Mon manteau et ma couverture portent du mon odeur et mon doudou, il est courageux. Il m'aide quand on me fait des piqûres ou quand je passe le grand tunnel pour les images de mon cerveau. » La chirurgienne, grande femme aux cheveux noirs striés d'argent, la remercia avec gravité. « Je m'assurerai qu'il ait tout ça près de lui pendant l'opération. »« Est-ce que je peux le voir avant ?» demanda Emily, la voix tremblante. Sarah opina. « Oui, il est en salle de préparation, mais juste pour quelques minutes. » Max était allongé sur une civière, sous perfusion pour le préparer à l'anesthésie. Malgré sa cécité, il renifla doucement quand Emily approcha, comme s'il percevait immédiatement sa présence. « Coucou Max !» murmura la fillette tout en tapotant légèrement le sol de son pied. Elle posa sa main sur le museau grisonnant, le caressant avec tendresse. « Tu vas te faire opérer. Les docteurs vont enlever les méchants morceaux de métal. Je ne peux pas rester avec toi, mais il y aura ma couverture, mon manteau
Et mon doudou, les parents et Sarah, debout à l'entrée, ne purent retenir leurs larmes. Émilie, elle, s'efforçait de rester forte. « Quand tu te réveilleras, je serai là, je te le promets, tu n'es pas tout seul. » Alors que le brancard s'ébranlait vers le bloc opératoire, Émilie fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un petit pot en verre rempli de pièces de monnaie et de quelques billets froissés. « C'est pour son opération », déclara-t-elle en le tendant à Sarah. « C'est tout mon argent de la petite souris, plus celui que j'ai gagné en aidant maman à faire le tri des bouteilles vides. Ça fait 26 $ et 43 cents. » Robert, bouleversé, détourna un instant le visage pour dissimuler ses larmes. Lisa se mit à genoux auprès de sa fille. « Ma chérie, c'est très généreux, mais l'opération coûte beaucoup plus cher. Je sais, le coupa Émilie. Mais je donne tout ce que j'ai. Quand on tient vraiment à aider quelqu'un, on lui donne tout ce qu'on peut, c'est ce que tu m'as toujours dit. » Sarah accepta le bocal comme un don précieux. « Merci Émilie, ça compte beaucoup pour nous tous. » Puis la porte se referma sur l'équipe médicale et sur Max, tandis qu'Émilie lançait d'une voix tremblante « Sois courageux, sergent Max, tu as sauvé plein de gens, maintenant c'est à notre tour de te sauver. » L'opération commença à 10 heures tapantes. Émilie et ses parents attendirent dans la salle commune du refuge où Lisa avait préparé de quoi occuper sa fille. Un carnet de coloriage, une tablette pour regarder des dessins animés, un puzzle, mais Émilie ne voulait rien faire de tout cela. Elle fixait la pendule, angoissée. « Ça va durer combien de temps ?» demanda-t-elle sans cesse. « Plusieurs heures », répondait inlassablement Robert. « La docteure Thompson viendra nous prévenir s'il y a du nouveau. » À midi, Émilie fabriqua une frise chronologique sur une grande feuille de papier pour y noter chaque heure écoulée, y dessinant Max à différents stades de son combat contre les plombs. À 14 heures, elle s'assoupit de fatigue sur le canapé. À 16 heures, elle se réveilla en sursaut, en sueur, et se remit à arpenter la pièce, incapable de rester en place. Il était presque 17 heures quand la porte s'ouvrit enfin. Sarah entra, vêtue de sa tenue chirurgicale, le visage épuisé. Émilie se figea, les yeux grands ouverts de frayeur. « L'opération a été plus compliquée que prévu », commença Sarah d'une voix mesurée. La docteure Winters a pu extraire 16 plombs, dont les 2 plus dangereux près de la colonne et du cœur. Lisa ne parvint pas à finir sa phrase, le regard de Sarah resta sombre. Vers la fin, Max a eu une arythmie. On l'a presque perdu sur la table, il a fallu le ranimer. Émilie, blanche comme un linge, se mit à trembler. Robert posa une main sur son épaule pour la soutenir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à stabiliser ses constantes, mais il est très faible. Les prochaines 24 heures seront cruciales. « Je peux le voir ?» demanda Émilie d'une voix à peine audible. Sarah hésita. Il est en salle de réveil, sous forte sédation, entouré de tuyaux et d'appareils de surveillance. Ça peut être impressionnant. Je ne suis pas impressionnée, rétorqua Émilie, les larmes aux yeux. J'ai promis que je serais là quand il se réveillerait. Devant l'accord silencieux des parents, Sarah acquiesça. Très bien, mais juste quelques minutes. Je dois te préparer à ce que tu vas voir. Max reposait sur une table recouverte de coussins. Son corps, volumineux, paraissait soudain si frêle au milieu des perfusions et des moniteurs qui bipaient faiblement. Émilie remarqua son manteau jaune posé sur la croupe du chien, sa peluche calée contre lui et sa couverture sous sa tête. De petits détails d'humanité dans cet univers clinique. Il est si petit, souffla Émilie en serrant la main de son père. C'est l'anesthésie qui le rend inerte, expliqua Sarah d'une voix douce. Mais il se bat, Émilie. Il est très fort. La fillette approcha, son pas prudent pour ne pas heurter les fils qui pendaient, et effleura la patte avant de Max. « Je suis là, Max, » murmura-t-elle. « J'ai tenu ma promesse. Alors toi aussi, tu dois continuer à te battre, d'accord ? Il nous reste tellement de livres à lire. » Pendant une demi-heure, Émilie resta à son chevet, tantôt murmurant des encouragements, tantôt se contentant de regarder son torse se soulever et s'abaisser, preuve qu'il respirait encore. Les adultes, en retrait, devinaient à quel point ce moment était sacré pour elle. Quand Sarah dut gentiment lui dire de partir, Émilie serra une dernière fois sa peluche près du chien. « Je reviens demain, tu ne seras pas seule. » Cette nuit-là, au moment où Robert l'abordait, Émilie se plaignit d'un violent mal de tête. « Ça me fait mal là » gémit-elle en désignant l'arrière de son crâne, précisément l'endroit où sa tumeur se logeait. « Et j'ai mal au ventre. » Robert ressentit immédiatement l'angoisse familière. Les céphalées d'Émilie s'étaient amplifiées ces derniers temps, malgré le discours assez rassurant des médecins qui affirmaient que la tumeur ne grossissait pas vite. « Je vais te donner ton médicament, ma chérie, » dit-il, tâchant de paraître serein. Le lendemain matin, l'état d'Émilie s'était détérioré de façon spectaculaire.
Lisa la découvrit extrêmement pâle, à peine consciente. Sa respiration était faible. Elle ne réagissait presque plus. Aussitôt, le couple appela les urgences. L'ambulance arriva en quelques minutes, mais pour eux cela sembla une éternité. Les ambulanciers agirent avec un professionnalisme rodé. Vérification des constantes, mise sous perfusion, transport sur le brancard. Leur visage restait impassible, mais l'efficacité de leurs gestes trahissait l'urgence. Augmentation de la pression intracrânienne, expliqua l'un d'eux en hissant Émilie dans le véhicule. La tumeur doit bloquer la circulation du liquide céphalorachidien. Lisa grimpa dans l'ambulance, serrant la main inerte de sa fille. « Et Max ?» murmura-t-elle soudain, se rappelant que la fillette avait promis de revenir au refuge. « J'appellerai Sarah », répondit Robert, la voix tremblante. « Sois juste avec Émilie, je vous rejoins à l'hôpital. » À leur arrivée aux urgences de Pinewood, tout était prêt. Le docteur Reynolds, l'oncologue d'Émilie, les attendait déjà. « On l'emmène immédiatement en imagerie », expliqua-t-il en courant derrière le brancard. Tout indique une hydrocéphalie, c'est-à-dire une accumulation de liquide provoquant une surpression dans le crâne. Il faut l'évacuer. Hier encore, elle était presque normale, sanglota Lisa, tenant toujours la main de sa fille. Elle était au refuge avec son chien, elle n'avait qu'un petit mal de tête. Ces choses peuvent évoluer brutalement, répondit Reynolds avec gravité. Robert arriva une demi-heure plus tard, après avoir prévenu Sarah. Il rejoignit Lisa, prostrée dans la salle d'attente du service de neurochirurgie. Ils l'ont emmenée au bloc, expliqua Lisa, bouleversée. Le scanner montre un gros volume de liquide. Ils doivent te placer une dérivation pour soulager la pression. Robert s'effondra sur une chaise, les jambes coupées. Comment est-ce possible que ça survienne si vite? Le docteur Reynolds pense que la tumeur a légèrement bougé, obstruant un canal de drainage. Ça peut être dû à un mouvement, ou simplement au fait qu'elle ait grandi un peu. On ne sait pas. Ils demeurèrent dans un silence angoissé, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Robert trouva la force de parler. « J'ai appelé Sarah pour savoir comment allait Max. » Lisa hocha la tête. « Qu'est-ce qu'elle a dit? Il est vivant, mais encore dans un état critique. Elle a mentionné qu'il semblait agité ce matin, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. » Lisa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne peut pas savoir qu'Émilie n'est pas venue. Si, il est aveugle et sourd, comment devinerait-il? Mike Johnson arriva peu après. « Sarah m'a prévenu, » expliqua-t-il, s'asseyant face à eux. « Je voulais savoir si il y avait du nouveau. »« Elle est au bloc, » répondit Robert, la voix blanche. « On attend des nouvelles. » Mike acquiesça, les traits tirés. « Et du côté de Max, c'est pareil. Il ne reste tranquille que sous sédatif. Sinon, il s'agite, il veut se lever. On dirait qu'il sent que quelque chose ne va pas. » Le temps s'étira péniblement. Peu à peu, des collègues, des amis, même des enseignants d'Émilie, affluèrent pour prendre des nouvelles. Docteur B, puis Sarah en personne, arrivèrent encore en tenue de bloc, couvertes de traces de désinfectant et l'air harassé. Les camarades de classe d'Émilie, trop jeunes pour être présents, avaient envoyé des dessins et des mots d'espoir. À 16h17, le docteur Reynolds sortit enfin du bloc, exsangue de fatigue. Robert et Lisa se levèrent d'un bond. « La chirurgie s'est bien déroulée », annonça-t-il. Un profond soupir de soulagement traversa l'assemblée. On a pu mettre en place la dérivation et drainer le liquide en excès. La pression intracrânienne est déjà redescendue. « Merci mon Dieu », murmura Lisa, saisissant la main de Robert. Reynolds, cependant, ne souriait pas. Malheureusement, elle a fait une crise convulsive pendant l'opération. On l'a rapidement contrôlée, mais on ignore si cela a causé des dommages neurologiques. Quand se réveillera-t-elle ? S'enquit Robert, la gorge serrée. On va la maintenir dans un coma artificiel pour un jour ou deux afin de laisser le cerveau récupérer. Ensuite, on entamera la phase de réveil progressif. Les jours qui suivirent, la chambre d'Émilie devint un véritable point de ralliement. Lisa dormait dans un fauteuil inconfortable à côté du lit, refusant de s'éloigner de sa fille. Robert faisait des allers-retours entre l'hôpital et son travail pour tenter de sauver son entreprise de la faillite. Les voisins organisaient des collectes de fonds, l'école primait des ventes de gâteaux pour couvrir une partie des frais médicaux. Pendant ce temps, au refuge Hope, l'état de Max reflétait celui d'Émilie d'une façon troublante. Après la crise critique de l'opération, il était stable, mais comme absent. Il ne mangeait que si on le forçait, ne réagissait plus aux manipulations de Sarah ou Olivia. « On dirait qu'il attend quelque chose », confia Sarah à Mike, au 3e jour du coma d'Émilie. « Il guérit physiquement, ses sutures tiennent, ses constantes sont en amélioration. Mais il n'est pas là. »
Comme s'il sentait qu'Emily n'est pas revenue, dit Mike pensif. C'est impossible, s'entendit rétorquer Sarah par réflexe. Il ne peut pas deviner ce qui se passe hors d'ici. Pourtant, au fond d'elle, elle ne pouvait nier avoir déjà été témoin de ces liens indescriptibles entre un animal et un humain. Et voilà qu'elle en voyait une nouvelle preuve. Le 5e jour, alors que Robert repartait du refuge après avoir informé Sarah de l'état stable mais inquiétant de sa fille, celle-ci fit une proposition surprenante. « Qu'est-ce que vous penseriez d'amener Max voir Emily à l'hôpital? Le faire venir en soins intensifs ?» s'étrangla Robert. « Pas dans l'unité de soins intensifs, non. Mais si elle est transférée dans une chambre classique d'ici quelques jours, on pourrait demander une autorisation spéciale. » C'est bien documenté que les visites d'animaux peuvent avoir des effets très bénéfiques sur les patients. Il est lui-même en convalescence, aveugle, sourd, et la clinique d'un hôpital risquerait de le paniquer, objecta Robert. Peut-être, admit Sarah, ou peut-être que c'est exactement ce dont il a besoin lui aussi, savoir qu'Emily est toujours là, en vie. Robert partit sans donner de réponse, trouvant l'idée trop farfelue dans l'immédiat. Pourtant, sur la route vers l'hôpital, l'image d'Emily et de Max, tous deux au fond de leur lit, liés par une forme de connexion, s'imposa à son esprit. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il se passait déjà quelque chose qui rendrait inutile la proposition de Sarah. Des événements allaient survenir, remettant en cause toute leur certitude quant au lien entre un chien brisé et une petite fille en danger de mort. Le 6e jour, Robert arriva à l'hôpital pour trouver un homme en fauteuil roulant, muni d'une bouteille d'oxygène, stationné près de la chambre d'Emily. C'était un vieil homme, la peau marquée par le tabac et les épreuves, qui tenait une grande enveloppe Kraft sur ses genoux. « Monsieur Miller » l'interpella-t-il d'une voix grave, abîmée par les ans. « Vous êtes bien Robert Miller ?»« Oui » acquiesça prudemment Robert. « Je peux vous aider ?» Le vieil homme tendit une main tremblante. « Frank Turner, j'étais le compagnon d'armes de votre père au Vietnam. On a fait 2 tours ensemble. » À l'évocation de son père, James Wilson, Robert se raidit. « Mon père est décédé l'an dernier. Si vous le cherchez, vous... » « Je sais, coupa Frank. C'est justement pour ça que je suis là. J'essaye de vous retrouver depuis. Vous êtes un homme difficile à localiser. » « On n'était pas proches, » répliqua Robert d'un ton sec. C'était un euphémisme. Il n'avait pas parlé à son père depuis plus de 15 ans, depuis une dispute au cours de laquelle il l'avait accusé de se soucier davantage de ses souvenirs de guerre que de sa propre famille. Frank hocha lentement la tête. James le savait et il le regrettait chaque jour. Il m'a fait promettre de vous livrer quelque chose s'il lui arrivait malheur. Il tapota l'enveloppe posée sur ses genoux. « Ce n'est pas le meilleur moment, » répondit Robert. « Ma fille est gravement malade, je sais pour votre petite, » dit Frank d'une voix adoucie. « Tout le monde en parle, cette gamine et ce vieux berger allemand qu'elle est en train de sauver. C'est en partie pour ça que je suis là. » Robert fronça les sourcils. « Comment ça ?» Frank jeta un œil à la porte de la chambre d'Emily. « Peut-on discuter ailleurs ?» Ils trouvèrent un coin tranquille au bout du couloir. Frank ouvrit avec soin l'enveloppe, en sortit des photos et une lettre écrite à la main. « Votre père m'a sauvé la vie à Da Nang, commença-t-il. Il m'a transporté sur 3 kilomètres jusqu'à un point d'évacuation après que j'ai sauté sur une mine. J'ai perdu ma jambe droite sous le genou, mais j'aurais tout perdu si James n'avait pas été là. » Il tendit à Robert une photo jaunie. On y voyait un James Wilson bien plus jeune, en uniforme, le bras autour de Frank, tout sourire. « Après la guerre, on est resté en contact. J'étais là quand votre mère est décédée, quand vous êtes parti à la fac, quand vous avez cessé de rentrer pour les fêtes. » Robert sentit un élan de défense monter en lui. « Vous ne connaissez pas toute l'histoire ?»« Non, c'est vrai, » admit Frank. « Mais je sais que quand vous avez coupé les ponts, James s'est plongé à fond dans le sauvetage. Il disait qu'il ne pouvait pas vous récupérer. Alors il sauverait qui il pourrait. » Frank tendit une deuxième photo. On y voyait James, la cinquantaine, posant avec son équipe de recherche et de sauvetage dans les Rocheuses. À ses côtés, un jeune berger allemand, l'air d'une force incroyable. « Max !» murmura Robert en le reconnaissant aussitôt. Le meilleur chien de recherche dans les montagnes Rocheuses, à l'époque. Au début, c'était le chien d'un autre gars, Eric Simmons. Mais après la mort d'Eric dans un crash d'hélico, Max ne voulait plus travailler qu'avec James. Ils se sont unis dans le deuil. D'autres clichés montraient James et Max en entraînement, en intervention sur des sites sinistrés, recevant des distinctions honorifiques. Puis, une image de James plus vieux, avec un Max grisonnant après la retraite du chien. « Je ne comprends pas le lien avec ma fille », dit Robert, la gorge serrée.
Frank lui tendit une lettre. James a écrit ceci juste avant sa mort. Il disait que si quelque chose arrivait à Max, je devais tout faire pour vous retrouver et vous la remettre. Quand j'ai entendu parler d'un vieux berger allemand, ex-chien de recherche, aujourd'hui aveugle et sourd, recueilli au refuge Hope, j'ai deviné que c'était lui. Robert déplia la lettre, reconnaissant l'écriture familière de son père. Robert, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là et qu'il est arrivé quelque chose à Max. J'espère que tu pourras exaucer la dernière requête d'un vieil homme. Max n'était pas qu'un chien. Il était ma conscience, mon réconfort, le rappel que servir les autres donne un sens à la vie, même quand on a tout perdu. Tu l'ignores sûrement, mais l'argent de tes études venait des récompenses que Max et moi recevions pour les sauvetages. Chaque semestre était payé par une vie retrouvée. J'ai été un mauvais père, brisé par la guerre et par le deuil. Je ne savais pas comment te parler, et quand j'ai voulu le faire, il était trop tard. Mais sache que j'étais là, toujours, en retrait, à ta remise de diplôme, à ton mariage, à la naissance de ta fille. Trop fier pour m'excuser, trop heureux pour m'approcher. Max m'a appris ce que j'avais raté, que la loyauté, ce n'était pas une question de raison, mais d'amour. S'il est encore en vie, veille sur lui. Et si tu le peux, pardonne-moi, ton père James. Les mains de Robert se mirent à trembler. Mon père était le propriétaire de Max, le même Max qu'Emily a adopté dans son cœur. Comment est-ce possible ? Frank haussa les épaules. Coïncidence, destin, chacun l'appelle comme il veut. Ton père croyait qu'il y avait des motifs secrets dans l'existence, des fils invisibles qui se dévoilent quand on en a besoin. Robert resta silencieux, submergé. Il avait passé des années à nourrir du ressentiment envers ce père qu'il jugeait égoïste. Et voilà qu'il apprenait que James avait payé ses études grâce aux recherches menées avec Max. Ce même Max qu'Emily, sa fille, sauvait aujourd'hui presque par miracle. « Et Emily, elle sait ?» demanda Frank. « Non, je ne lui ai jamais parlé de mon père. Elle ignore même son nom. Alors il va falloir lui dire. Tu ne penses pas qu'elle a le droit de connaître cette histoire ?» Puis Frank aborda la seconde raison de sa venue. « J'ai contacté de vieux copains militaires, des gens à qui James et Max avaient sauvé la vie. On a monté une cagnotte en ligne pour ta fille. On a déjà recueilli près de 81 000 $. Des vétérans, des anciens sauveteurs et toutes sortes de gens qui se souviennent de ce que James et Max ont fait pour eux. On s'est dit qu'il était temps de vous rendre l'appareil. » Robert sentit les larmes monter. C'était trop de révélations, trop de générosité inattendue. Lui qui avait toujours cru que son père se moquait de lui. « Je ne sais pas quoi dire. » Frank lui posa une main sur l'épaule. « Promets-moi juste de parler de ton père à ta fille. Lui et son chien font partie de son histoire, qu'elle le veuille ou non. » De retour devant la chambre d'Emily, ils croisèrent le docteur Reynolds qui arbora un petit sourire prudent. « On commence à baisser sa sédation, » annonça-t-il. « La pression dans son crâne est stable. Le EEG montre une activité encourageante. Si tout se passe bien, elle pourrait reprendre connaissance d'ici 24 à 48 heures. » Robert le remercia, le cœur en ébullition. Espoir pour Emily, choc de découvrir la vérité sur Max, et ce sentiment que d'étranges forces étaient à l'œuvre. À peine s'était-il assis près du lit de sa fille que son téléphone sonna. C'était Sarah. « Robert ?» fit-elle d'une voix essoufflée. « Il se passe quelque chose d'étrange avec Max. Il est réveillé, vraiment réveillé, pas seulement conscient. » Comment ça ? Vers l'aube, il s'est redressé, a commencé à gémir et à vouloir se lever, comme s'il cherchait à partir. Au début, on a cru qu'il souffrait, mais ses constantes sont meilleures que jamais depuis l'opération. Il ne se calme que quand on le laisse marcher en laisse, et il tire vers la porte comme s'il voulait absolument sortir. Olivia pense qu'il est désorienté, mais... Un silence s'ensuivit. « Mais quoi ?» pressa Robert. « Vous allez me trouver folle, mais j'ai l'impression qu'il veut retrouver Emily, qu'il a senti quelque chose. » Robert regarda sa fille, branchée à des machines, son teint un peu moins gris que la veille. Était-ce vraiment une coïncidence si Max recouvrait de la vitalité précisément au moment où Emily, selon les médecins, amorçait une amélioration ? « Sarah, dit-il finalement, j'ai quelque chose à vous apprendre au sujet de Max, au sujet de mon père. » Alors qu'il lui révélait le passé de Max, ni l'un ni l'autre ne savaient que l'événement le plus surprenant était encore à venir. Un chapitre final qui débuterait dès le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, quand un agent de sécurité de l'hôpital ferait une découverte stupéfiante, celle d'un vieux berger allemand aveugle et sourd, parcourant les couloirs comme guidé par une force invisible pour rejoindre la chambre d'une petite fille. Les habitants de Pinewood raconteraient pendant des années l'histoire de ce qui se produisit à 5h17 du matin. Le vigile Dale Williams aperçut un berger allemand âgé, boitillant,
entrait par l'aile est de l'hôpital. Malgré ses infirmités, l'animal avançait avec détermination, évitant les obstacles comme s'il les percevait autrement que par la vue ou l'ouïe. Dale, amateur de chiens, s'apprêtait d'abord à appeler la fourrière. Mais quelque chose dans l'allure du chien, la noblesse de son port, son assurance malgré la cécité et la surdité, le dissuada. Il décida plutôt de le suivre à distance respectueuse, en simple observateur. Le berger allemand gagna les ascenseurs. Quand un médecin entra dans l'un d'eux, le chien se faufila à l'intérieur juste avant la fermeture des portes, se tenant tranquillement durant la montée. Plus tard, Dale raconta qu'il avait l'impression que Max savait qu'il fallait sortir au service pédiatrique. Effectivement, l'ascenseur s'ouvrit, et Max trotta dans le couloir d'un pas sûr, malgré sa cécité, jusqu'à la chambre d'Emily. C'est là que la surveillante de nuit, Marianne Jenkins, découvrit le chien, assis calmement devant la porte, la queue balayant le sol dans un mouvement doux. Surprise, elle laissa échapper un cri qui réveilla Robert, assoupi sur le siège près du lit de sa fille. Il se rua dans le couloir. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il, en voyant Max. Il était en rééducation au refuge, comment a-t-il pu arriver ici? Et pourtant, c'était bien lui. Il portait toujours les pansements de sa récente opération. D'une façon mystérieuse, il avait quitté le refuge Hope, parcouru les 2 kilomètres jusqu'à l'hôpital et trouvé la chambre d'Emily, alors même qu'il ne pouvait ni la voir ni l'entendre. « Papa ?» parvint alors une petite voix depuis la chambre. « J'ai entendu quelque chose, c'est la queue de Max, non? Il tape sur le sol. » C'était la première phrase que prononçait Emily depuis son intervention d'urgence. Robert, au comble de l'émotion, remarqua que sa fille avait les yeux ouverts, un éclat neuf dans le regard. « Oui, ma chérie, c'est lui. Il est venu te chercher. » 3 semaines plus tard, Lisa et Robert se tenaient sur le perron de leur modeste maison de banlieue, observant le pick-up de Sarah Thompson se garer dans l'allée. Il faisait anormalement doux pour un mois de février et la neige fondait en flaques, révélant un sol encore détrempé. Des ballons étaient attachés à la boîte aux lettres, rouge, bleu et un jaune en forme d'os de chien. « Ils sont là !» s'écria Emily, sautillant d'impatience, malgré la main maternelle qui tentait de la freiner. L'opération et les soins post-opératoires l'avaient affaiblie, mais sa vivacité était revenue. Sarah sortit de la voiture, contourna le capot et ouvrit la portière passager. Elle aida Max à en descendre en douceur. Il avançait lentement, mais fermement, reniflant chaque centimètre. Il portait maintenant un collier spécial, avec un petit dispositif vibrant qu'Emily avait contribué à concevoir. Une télécommande permettait de l'avertir, par de légères pulsations, de la direction qu'il devait prendre ou de la présence d'un obstacle. « Bienvenue à la maison, Max », dit Robert, la gorge serrée. Ils avaient pris la décision d'adopter définitivement Max après l'incroyable évasion qu'il avait menée à l'hôpital. Personne ne comprenait comment il avait fait. Mais face au lien évident entre lui et Emily, ainsi qu'à la révélation du passé de James Wilson, il n'y avait plus d'hésitation possible. Bien sûr, tout ne serait pas simple. Max nécessitait des soins constants. Médicaments, visites chez le vétérinaire, exercices de rééducation, la maison avait été aménagée. Tapis texturé pour guider ses pattes, mobilier disposé de manière à former des chemins clairs, diffuseurs d'huiles essentielles pour baliser chaque pièce par une odeur différente. Emily avait supervisé chaque détail, déterminée à ce que Max se sente en sécurité. La fillette se précipita en bas des marches et s'agenouilla pour passer ses bras autour du cou du chien. « Tu te souviens ? Je t'avais dit qu'on guérirait ensemble, chuchota-t-elle près de son oreille grisonnante. Eh bien, on y est arrivé, hein ? Max agita lentement la queue, cherchant à poser sa truffe contre la joue de la petite. Malgré la cécité et la surdité, il la reconnaissait, d'une manière plus profonde que les sens ordinaires. « Tout est prêt pour lui », déclara Sarah à Lisa et Robert en leur remettant un dossier complet des instructions médicales. Dr Reynolds, le même qui s'occupe d'Emily, a accepté de suivre Max aussi, pour coordonner la rééducation. « On vous doit tellement », murmura Lisa en l'étreignant. Sarah contempla la scène avec un sourire ému. Emily guidait Max pas à pas vers le perron, tapotant parfois le sol pour lui indiquer une marche. Ils ne pouvaient se voir ni s'entendre, mais communiquaient par une chorégraphie de petites vibrations et de gestes subtils. En 20 ans de médecine vétérinaire, je n'avais jamais été témoin d'un tel phénomène, avoua Sarah. Ça change ma façon de concevoir la guérison. Dans la maison, un mur était déjà décoré de photos. James Wilson en uniforme, puis plus âgé, accompagné de Max lors de missions de secours.
Il y avait aussi des coupures de journaux évoquant ces sauvetages et des témoignages de gens sauvés grâce à ce duo. Frank Turner avait apporté la plupart de ses souvenirs, permettant à Emily de connaître le grand-père qu'elle n'avait jamais rencontré. Il était un héros, expliquait la fillette à chaque visiteur. Max était son partenaire, il sauvait des gens perdus. Pendant que les adultes discutaient dans la cuisine, programme de médication pour Max, prochain rendez-vous d'IRM pour Emily, compte financier fragile, la fillette faisait découvrir chaque pièce de la maison à son chien, le laissant flairer et apprivoiser l'espace. Les rares personnes présentes étaient impressionnées par la patience dont Emily faisait preuve. Elle laissait Max explorer, puis le prévenait par de petits tapotements quand elle voulait lui faire sentir un coussin, un tapis ou la gamelle d'eau. C'est comme s'ils avaient inventé leur propre langage, observa Mike, venu avec Sarah pour célébrer cette journée. Je n'arrive pas à croire que ça marche aussi bien. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Emily devait encore suivre ses traitements et rester prudente. Ses derniers examens montraient que la tumeur, bien que stabilisée, était toujours présente. Max, lui, restait vulnérable et souffrirait, à terme, de ses multiples séquelles et de la vieillesse. Les factures médicales, humaines et canines, demeuraient astronomiques, même après l'aide des anciens camarades de James. Mais un changement fondamental s'était opéré. Au lieu de subir les journées, la famille avait un but commun, une sorte de nouvelle raison d'avancer. 6 mois plus tard, Emily et Max firent leur première apparition publique lors de la collecte de fonds du refuge Hope, dont le thème était « Connexion inattendue ». Sur scène, dans son manteau jaune malgré la chaleur, Emily posa la main sur Max. « Mon chien ne peut pas me voir ni m'entendre », déclara-t-elle d'une voix claire. « Mais il me reconnaît. Il m'a trouvé à l'hôpital alors que personne ne lui avait montré le chemin. Les docteurs disaient que c'était impossible, mais Max l'a fait. Parce que certaines choses sont plus fortes que ce qu'on croit. » Robert, aux côtés de Lisa et Frank, sentit une paix nouvelle en lui. Emily allait mieux, même si la tumeur était toujours là. Max vieillissait, mais leur lien restait intact, indéniable. « Ton père serait fier, » murmura Frank. « Fier d'elle et de toi. » Robert hocha la tête, les yeux brillants. « Je crois qu'il veille sur nous. » À cet instant, Max leva la truffe vers le ciel, sa queue balayant doucement l'air. Emily rit, un éclat joyeux qui traversa le refuge comme une promesse. Certains liens, une fois créés, ne s'effacent de jamais. Dans le soir tombant, alors que les lucioles illuminèrent les herbes, un vieux chien aveugle et sourd veillait auprès d'une fillette au destin fragile. Ensemble, ils formaient un tout plus fort que leur faiblesse. Leur histoire nous rappelle que la guérison la plus profonde naît souvent du simple fait de tendre la main ou la patte. Souvenons-nous de James Wilson qui trouva un but dans le service aux autres, même lorsque ses liens familiaux étaient brisés. Rappelons-nous comment Max, malgré sa cécité et sa surdité, retrouva Emily quand elle avait le plus besoin de lui. Leur histoire nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour tisser des liens forts, pardonner les blessures du passé ou redécouvrir un sens à nos vies. Puissions-nous garder à l'esprit que nos limites, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou liées aux circonstances, ne définissent pas notre capacité à aimer ni à soutenir. Les barrières s'effacent parfois quand on s'autorise à croire aux liens les plus improbables. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Laissez un j'aime et un commentaire pour partager vos impressions. Dites-nous ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. On se retrouve très bientôt pour la suite.